Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. La force d'un pays et sa fierté, c'est son capital humain, sa mémoire culturelle, immatérielle, dont ses artistes et leurs productions. La culture doit squatter notre mémoire collective et la nourrir en permanence. La culture doit être notre pain quotidien et l'un des ferments de notre développement économique et social. Ces phrases ont été prononcées, écrites, dites et redites inlassablement, et là souvent désespérément par notre invité d'aujourd'hui. Un grand monsieur qui ne vit quasiment que pour la culture, qui respire la culture. Dans son cas, la culture est plus qu'un pain quotidien, c'est son oxygène. Un homme qui porte en lui depuis plus d'un demi-siècle un immense et insatiable désir de culture. Il a formé à lui seul plusieurs générations, des milliers d'enfants, des milliers de jeunes, des écoliers, des collégiens, des étudiants avec un dévouement rare où il se donnait chaque fois entièrement, viscéralement à son devoir, à sa mission. Notre invité s'est aussi démené seul avec patience, acharnement et abnégation à mener un travail ardu, de longue haleine, qu'il qualifie lui-même d'énorme. Et quand on connaît l'humilité de l'homme et du grand intellectuel qu'il est, on est tenté de remplacer l'adjectif énorme par un autre adjectif plus fort, colossal, titanesque, pourquoi pas. Un travail de reconstitution bribe par bribe des fragments du puzzle de tout un pan de notre mémoire. Un demi-siècle de créativité avec son incontournable et inestimable et pas assez estimé ouvrage, répertoire du théâtre marocain. Notre invité est la petite clochette qui teinte dans nos consciences pour nous préserver de l'amnésie et restituer la mémoire qui flanche du théâtre. Un théâtre marocain si jeune, si fragile, mais avec par-ci par-là quelques petites étincelles, quelques parenthèses enchantées, malheureusement vite refermées. Oui, nous avons la mémoire qui flanche et on ne sait plus très bien d'où vient notre théâtre, où va-t-il ? Heureusement que notre invité est là pour nous guider, nous donner des repères et nous aider à nous projeter et à nous réinventer. Notre invité d'aujourd'hui est une des figures les plus imminentes et les plus discrètes de la culture et de la pensée marocaine, le professeur Ahmed Messaaya, universitaire, écrivain, romancier, essayiste et critique de théâtre. Ahmed Messaaya a dirigé l'ISADAC, l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, pendant plus de 11 ans, de 1993 à 2004. Il a aussi été enseignant universitaire et secrétaire général de la faculté des lettres et des sciences humaines de Mohammedia. Il a publié entre autres Répertoire du théâtre marocain, un demi-siècle de création théâtrale au Maroc en 2012, Un désir de culture, essai sur l'action culturelle au Maroc en 2013, Une humanité à partager, migration, mondialisation et questions palestiniennes en 2015, un roman, La Dame à la djellaba rouge en 2016, un essai, Éloge à la citoyenneté en 2016 aussi, la même année, et la même année, Taïeb Siddiqui, Le Bon, la Brute et le théâtre, Portrait. Et un précieux ouvrage, Un théâtre de rupture, essai sur la jeune création théâtrale au Maroc en 2020, et vous trouverez incessamment dans les librairies son nouveau livre Lettres à mon éditeur aux éditions La Croisée des Chemins. Ahmed Messaaya a été décoré du Wissam du Mérite national par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Il a aussi été honoré par l'Ordre du Mérite culturel par le gouvernement de Pologne et fait chevalier de l'Ordre de la Couronne par Sa Majesté le roi Albert II de Belgique pour son action de coopération culturelle fructueuse avec des pays situés de l'autre côté de la Méditerranée. Ahmed Messaaya, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. C'est trop pour un homme. C'est pas trop je suis pas pour un homme tel que vous. Bien entendu, mais en tous les cas, je vous remercie énormément de m'avoir invité dans cette belle maison qui m'a souvent fait l'honneur de me donner la parole. Et je suis très content d'être avec vous pour faire un peu le tour du théâtre et de la culture. Même si votre parcours est tellement riche qu'on n'arrivera pas à faire le tour en 52 minutes, mais tout le plaisir est pour nous. Alors, on va commencer par le début, par les origines, par votre enfance, qui sont décisives, fondamentales. Vous avez vu le jour dans le Rab, sur une petite colline qui
dans un petit village qui s'appelle Qariyat al-Habbasi, absolument. C'est les montagnes du Pré-Rif, dans la région de Machar Abdel Qseri. Que gardez-vous comme souvenir de ce petit patelin et de votre enfance qui, selon votre expression, ont beaucoup influencé votre être et ce que vous êtes aujourd'hui? Absolument, absolument. C'est l'enfance, l'éducation de manière générale, l'enfance, les espaces où qui nous ont vus grandir et vivre, influent énormément sur notre vie, sur notre vision du monde. Et ce petit village, comme vous venez de dire, qui est situé entre les plaines du Rarb et les montagnes du Rif, sur une colline, c'était le chef-lieu de la région. Du temps, mon grand-père était caïd dans la région, du temps du règne du roi Hassan Ier. Et donc, moi, je suis né dans ce village. Ce village, et quand j'étais petit, tout jeune encore, je regardais au loin, je voyais des masses énormes, translucides. C'était les montagnes, mais je ne savais pas que c'était des montagnes. Oui. Et je me posais souvent la question, qu'est-ce qui existe de l'autre côté, au-delà des limites de la vue? C'était pour moi une énigme. Le Pré-Rif, c'est Muqaddimat Jibal al-Rif, en fait. Absolument. Et c'est ça ce qui a peut-être, sans doute, influencé ma vision du monde. C'est-à-dire que j'ai toujours été à la découverte de l'inconnu. Cette photo? Absolument. J'y arrivais. Ça, c'est mon école. Curieusement, voilà comment... C'est votre école dans ce village? Dans ce village, c'est l'école où j'ai fait mon primaire. Et dans cette école, il y avait un verger, il y avait un potager, et c'était important. Important parce que ça m'a... c'est cette école, et surtout l'instituteur qui m'a enseigné, qui était Sba Boumdiane, un Algérien, qui était très élégant, très beau, qui m'a appris, qui m'a montré la voie de la beauté. La vie est malheureusement se montre parfois cruelle. À 9 ans, votre vie va basculer. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans? À 9 ans, j'ai perdu mes parents. Les deux en même temps? Les deux en accident de voiture, accident. Et puis, donc, mon petit frère et moi, on est restés seuls. Et heureusement qu'on avait un grand frère, un demi-frère, qui est venu évidemment à la maison pour nous adopter. Et une chance énorme, j'ai eu mon certificat d'études primaires et j'ai été à Sidi Qassem à l'internat. C'est ce qui m'a sauvé parce que j'ai passé à Sidi Qassem, mais je crois 3 belles années que je n'oublierai jamais parce que là aussi cet espace m'a appris énormément de choses. D'abord, c'est là où je vais connaître pour la première fois le théâtre. Je ne savais pas ce que c'était le théâtre. Je n'avais jamais entendu parler de théâtre. Et à la fin de l'année, ma première année à Sidi Qassem, à la fin de l'année, il y avait une fête de fin d'année et on a donné un spectacle, Le médecin malgré lui, dans le Préau. Oui. On peut voir le Préau et le lycée le collège, de Sidi Qassem, le collège Mansour Dahbi, qui était mon lycée aussi, où j'ai fait mes études. Et c'était encore un collège dans les années 50, fin des années 50. À un certain moment où ils l'ont scindé, côté collège, voilà, côté lycée. Absolument, absolument. Oui, je reconnais. Voilà. C'est là où j'ai fait mes études secondaires, 3 années magnifiques. C'est là, à Sidi Qassem, où je voyais pratiquement 4 films par semaine, parce qu'on nous donnait l'occasion de nous, les internes, avec 50 centimes, on voyait 4 films, 2 au Vox et 2 le dimanche au cinéma. Rif. Il n'y avait que le cinéma Rif et le cinéma Vox dans le temps. C'est plus tard. C'est plus tard. Là où j'ai vu les plus grands
plus grandes productions d'Hollywood dans le temps, les films qui sortaient, hindous. vous m'avez dit directement. Directement, on les voyait 6 mois, une année. C'est après que j'ai su que tous les films arrivaient en même temps qu'ils sortaient en Europe, en France et ailleurs. Alors moi, je voulais vous demander, professeur Messaïa, parce que c'est dur de perdre ses parents à 9 ans, comment avez-vous réussi à dépasser ce trauma? L'avez-vous dépassé d'ailleurs? Et que reste-t-il de la douleur de cette perte de l'enfant orphelin qui reste en nous? Oui, j'ai un livre qui est en chantier, je l'écris depuis pas mal de temps, que j'ai intitulé « La figue de mon père ». Et où je vais parler justement, raconter toute cette enfance avec mon père, ma mère, et puis surtout la maison où j'ai vécu, et puis le village où j'ai vécu, et tout ce que j'ai vécu dans ma tendre enfance et qui a influé sur ma vie par la suite. Tous mes défauts, ou tous mes défauts que je connais maintenant, proviennent de cette période. Bien entendu, la mort de mon père, surtout mon père. La mère, bien entendu, c'est important, c'est la maman, bien entendu. Mais la figure du père qui était puissant, parce que c'est le fils du caïd, il était respecté, craint. Vous étiez fils de notable. De notable. Et puis vous vous retrouvez du jour au lendemain à l'internat, manger au réfectoire. Absolument. Ça, c'est... Mais n'empêche que c'était aussi... Vous avez une grande force d'adaptation. Voilà, parce que c'était l'internat, j'avais beaucoup d'amis, il y avait beaucoup d'activités culturelles, sportives, donc et puis surtout, j'apprenais beaucoup de choses qui me permettaient de rêver. Justement, de me réfugier dans le rêve, dans l'imaginaire. D'autant plus que j'allais le dire, parce que je connais très bien ce lycée, parce que c'était mon lycée. C'était le lycée, il était quasiment au pied, lui aussi, des montagnes. Des montagnes, absolument. Et parce que, alors, même là, je pense que vous rêviez d'autre chose, d'aller plus loin. Et vous avez intégré la vie active très jeune. À l'âge de 16 ans, vous étiez déjà instituteur. Racontez-nous, est-ce que vous qui avez choisi ça? Non, non, pas du tout. C'est mon frère, un jour, il me ramène mon affectation. Il avait décidé pour moi. Pour vous. Et puis, donc, comme je n'avais pas encore 18 ans, il a traficoté, disons-le carrément, mon acte de naissance en m'ajoutant 2 années pour que je puisse avoir mon mandat en entier, parce que c'est lui qui le percevait et pas moi. Et donc j'ai été... Mais vous étiez instituteur malgré vous. Malgré moi. Mais vous avez aimé votre métier. Mais j'ai aimé ce métier. Je me suis passionné pour ce métier, surtout avec les enfants. Je les faisais sortir parce que... Là, c'est une photo de la période où vous étiez instituteur? Absolument, voilà. Là, c'est le collège, j'imagine. Non, c'est le primaire, c'est des enfants qui avaient l'âge du secondaire et du... Oui. Bah, il n'y avait pas beaucoup d'écart d'âge. Là, c'est plus tard, c'est pas 16 ans. À mes débuts, avant cette année, j'avais un élève... Plus âgé que vous? Plus âgé que moi. Est-ce qu'on peut voir, il y a une autre photo avec ces élèves, je crois que c'est une sortie. Sortie, voilà. Est-ce qu'on peut la voir? Là, c'est vous? Voilà, c'est moi. Vous êtes très jeune ici. Très jeune, oui. Je les faisais sortir dans les environs de Rabat. Est-ce que c'était à l'Akkari? Non, ça, c'était une sortie à Wadi Kem. Mais vous étiez instituteur à l'Akkari? À l'Akkari, à l'école Al-Alam Abdullah. Alors, vous avez fait, ce qui est important, vous avez fait tous les cycles, en fait. Vous avez enseigné au primaire, au collège, au lycée. Et puis, à quel moment vous vous êtes dit, est-ce que c'est à Rabat, est-ce que c'est les rencontres, la vie culturelle, les intellectuels que vous avez fréquentés? Je dois poursuivre mes études. Est-ce que c'était facile? Je me cherchais. Durant les années 60, 70, j'étais à la recherche d'une vocation. J'étais à la recherche d'une voie. Parce que les années 60, 70 à Rabat, c'était des années très importantes,
où il y avait une vie culturelle et sociale foisonnante, importante. Donc, comme je fréquentais les intellectuels, surtout des peintres comme Mliani. C'était qui votre milieu? Tous les milieux. Miloudi. C'était Abdelrahman Mliani, c'était Bennas qui est parti du Maroc, Fouad Bellamine. Vous avez connu Harbaoui? Vous avez fréquenté Harbaoui? Non, pas du tout. Non, je ne l'ai jamais connu. Parce que comme lui, il vient de Jarf el-Melh, c'est dans la région. Non, je ne l'ai jamais connu. Et puis en même temps, je fréquentais les intellectuels. Je fréquentais aussi l'intelligentsia de Rabat, parce que dans le temps, comme vous le savez, la vie à Rabat était vraiment très attractive, avec la Dolce Vita, avec l'entonnoir, le jour et nuit, le théâtre de Mohamed V, pas comme aujourd'hui, où on assistait à des spectacles Jacques Brel, Brassens, tous les grands. C'était l'époque des idéaux, les 68 arts. Donc on était perdu entre toutes ces manifestations culturelles et cette vie sociale et culturelle de la ville de Rabat. Et en même temps, j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac libre. Et en même temps, j'ai fait le conservatoire de Rabat avec Madame Reibo. J'ai fait 2 années de conservatoire d'art dramatique de Rabat. Ici, vous êtes avec qui sur cette photo? Ça, c'est Abdelrahman Mliani, le peintre. Abdelrahman Mliani et Fouad Bellamine. Ah ouais, Fouad Bellamine. Fouad Bellamine. Alors, on va découvrir, parce que c'est la tradition dans cette émission, l'objet que vous avez décidé de ramener, Ahmed Msaïa, avec vous. L'objet. L'objet, le voilà. Il est un peu bizarroïde. C'est une sculpture naturelle. Naturelle, ça c'est un morceau de bois. Comme j'habite dans un petit village au bord de la Méditerranée, Ouadlaou, comme Ouadlaou est enserré, ce village, entre la mer, la Méditerranée et les montagnes, quand il pleut, les pluies drainent vers la mer des morceaux de bois, calcinés ou pas calcinés, et que la mer transforme, que la mer, par le fait du roulis, sculpte. Et de temps à autre, comme je marche souvent au bord de la mer, je ramasse ces bouts de bois. Et souvent, il y a des sculptures magnifiques. Ça, c'est pour pouvoir la mettre dans ma poche. Elle est petite, mais il y a d'autres, j'en ai des centaines que je ramasse à chaque fois. Et pourquoi elle vous fascine? C'est quoi la symbolique ou la parabole pour vous? Pour moi, parce que ça me rappelle la mer, parce que j'adore la mer, parce que ça invite au voyage, ça invite au rêve. Je suis souvent en face de la mer, c'est là où j'écris, c'est là où je me retrouve, où je retrouve mon être. Et puis, derrière, il y a la montagne aussi, qui est importante. Et j'avais parlé au début que je suis né sur une colline entre les montagnes du Rif et la plaine du Rab. Pour moi, la plaine, c'est la mer, et les montagnes sont derrière. Et je suis toujours là, justement, à être entre deux univers antinomiques, ce qui me permet de voyager, de rêver. Et cet objet, bien entendu, je le garde souvent chez moi, devant moi, sur mon bureau, parce qu'il me ramène, même quand je suis à Rabat, il me ramène toujours vers la mer, vers le large, disons, vers l'imaginaire et le rêve de manière générale. Avant de poursuivre votre parcours, puis les études que vous allez faire, votre doctorat, on va voir une photo. Parce que c'est important, on va voir les photos de vos 2 yeux, les prunelles de vos yeux, de vos 2 princesses, vos filles. Et je voulais savoir, on les voit, elles sont magnifiques,
Myriam et Leila. Myriam et Leila. Est-ce que le fait d'avoir été orphelin très jeune change ou influe, c'est sur la façon dont votre rapport, votre lien avec vos filles? Mais ça, c'est certain. C'est certain parce que, disons que bon, c'est le fait d'avoir perdu la mère très jeune, très enfant encore. Donc ça, c'est important. D'abord, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup la femme de manière générale. Pour moi, la femme est un être exceptionnel, que ce soit la femme avec laquelle on vit, bien entendu, ou la femme qui est l'amie et la confidente, ou bien entendu les filles, mes filles qui sont bien entendu les prunelles de mes yeux. Et ces deux filles sont magnifiques parce qu'elles me procurent beaucoup de bonheur, énormément de bonheur, que ce soit Myriam ou Leila. Vous êtes Myriam très est toujours là à Rabat, elle travaille à l'ONU. Et puis Leila est tout à fait particulière, la plus jeune. Elle est aujourd'hui, à l'instant, aux Philippines, parce qu'elle travaille dans l'humanitaire. Donc elle était au Congo. Après le Congo, elle est aux Philippines. Et demain, je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Une aventurière. Une aventurière. Alors, pour revenir à votre parcours, vous avez fait des études et vous avez soutenu un doctorat en lettres et vous avez choisi de travailler sur le théâtre à Jean Genet, le théâtre de l'absurde. Pourquoi Jean Genet? Jean Genet, parce que j'avais découvert Jean Genet par le roman, d'abord, par les romans de Jean Genet. Oui. Des romans qui sont difficiles à lire, difficiles à supporter, oui. difficiles à pénétrer. Notre-Dame des Fleurs. Voilà, la Dame de... Querelle de Brest, Notre-Dame de Funèbre, Journal voilà. de voleurs, oui, entre autres. Exactement. Donc, Jean Genet m'a passionné pendant de longues années. Et après, j'ai travaillé sur le théâtre, bien entendu, de Jean Genet, les Bonnes, les Paravents, le Balcon, et Haute Surveillance, et tout le théâtre, disons. Oui. Mais Jean Genet, c'est aussi ses écrits, ses autres écrits sur le théâtre, qui sont d'une beauté, d'une profondeur extraordinaire. Donc, Jean Genet m'a beaucoup passionné. Comme vous savez que je n'ai jamais voulu rencontrer Genet, c'est-à-dire même quand vous le voyez passer à côté de vous, que vous rencontrez, vous n'allez jamais vers lui. Pourquoi? Jamais, jamais, parce que j'étais tellement épris par son œuvre, j'étais tellement dans l'œuvre de Jean Genet que le personnage Jean Genet ne m'intéressait pas tellement. Vous n'avez pas envie de découvrir l'homme. Oui, voilà l'homme, parce que déjà, je savais qu'il était un peu difficile à aborder, qu'il pouvait être très méchant parfois, et donc je ne voulais pas casser justement toute cet amour pour son œuvre manière générale. Alors après votre doctorat, le 3e cycle, il y a un passage, une période très importante dans votre vie, c'est celle de la faculté de lettres et des sciences humaines de Mohammedia, où vous étiez non seulement enseignant, mais aussi secrétaire général. C'était une période très riche. Parlez-nous de cette période. Importante, oui. Importante parce que, comme vous le savez, c'est en 86. L'année 86 est très importante dans l'histoire du Maroc en ce qui concerne la culture, l'éducation et la culture. Parce qu'en 86, c'était une année charnière. D'abord parce que le roi Hassan II avait décrété cette année de la culture. Cette année, c'était l'année où il va y avoir la refonte des programmes scolaires avec l'intégration du théâtre comme matière du primaire jusqu'au secondaire, même si ça n'a jamais été concrétisé, mais c'était dans les programmes. C'était tout de suite après la création. Justement, j'allais vous dire, moi, j'ai rien vu à cette période. Moi, j'ai parce qu'il n'y avait pas de formateurs pour ça. Les enseignants ne sont pas formés au théâtre. Et c'est la raison pour laquelle on avait créé la même année l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. 2 années après, on crée le FUTUC.
et les 13 facultés des lettres à travers le Maroc. Et chaque faculté devait avoir une identité. La faculté des lettres Mohammedia, je suis arrivé juste au moment où elle a ouvert ses portes et j'ai été nommé aussi, j'étais professeur, mais en même temps secrétaire général de la faculté, ce qui m'a permis d'organiser avec Madame Aziza Bennani, qui était le doyen, la doyenne en ce moment-là, donc des semaines culturelles très importantes, des rencontres, mais surtout des colloques, théâtre et éducation, économie et culture. Deux colloques internationaux très importants. Oui, très importants. Vous allez passer de belles années, très enrichissantes. Belles années. Oui. Et puis, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à dire allez, je vais aller faire un doctorat d'État? Parce que vous êtes parti à Paris. Vous avez l'Université Paris 3 pour un doctorat en littérature dramatique. Absolument, il y avait beaucoup d'événements. Vous étiez bien à la faculté, en fait. J'étais bien, mais disons que comme je m'investissais énormément en tant qu'administrateur, bien entendu comme secrétaire général de la faculté, mais en même temps j'organisais des colloques importants, des séminaires, et puis ça a fait grincer quelques dents parce qu'on me reprochait de tout accaparer. Malheureusement, mais ce n'était pas le cas, mais bon. Alors à ce moment-là, j'avais décidé, j'ai dit bon, je vais aller continuer mes études et faire autre chose plutôt que de rester là. J'avais assez fait pour cette faculté. D'ailleurs, tout le monde peut en témoigner jusqu'à présent. Et puis j'ai été... Les gens qui veulent faire des choses, faire du changement font peur, malheureusement. Malheureusement, j'avais même signé une convention, c'est ça qui a fait grincer surtout, une convention avec Paris 8 pour créer un centre international des pratiques spectaculaires. Et ça a dérangé. Et ça a dérangé. On m'a reproché d'avoir signé cette convention. Oui. Il fallait évidemment... Oui, pour qu'il se prend, il faut respecter. Voilà, donc c'était la raison qui m'a poussé à partir de la faculté des lettres de Mohammedia. À quelque chose malheur et bon, parce que quand vous êtes parti à Paris 3 pour un doctorat en littérature dramatique, vous l'avez fait, et cette fois-ci, vous l'avez élargi, parce que c'était le théâtre de l'absurde. De l'absurde. Théâtre des années 50, on l'appelait, disons, que je n'ai pas terminé parce que à la fin de l'année... Voilà, absolument. Le ministère de la Culture. Voilà, à ce moment-là, Al-Sin Nasser, le ministre de la Culture, m'avait appelé pour diriger l'ISADAC. Je n'ai pas hésité un moment. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas hésité, vous aviez un doctorat en cours, pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme j'aime le théâtre, ma passion c'est le théâtre, comme c'est un espace de création, l'ISADAC, c'est un outil extraordinaire, c'est un espace magnifique. Est-ce qu'on peut voir des images de l'ISADAC? Il y en a beaucoup, de l'Institut, des promotions. Absolument. Mais donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité une seconde. Et je crois que j'ai bien fait. J'ai passé de très, très belles années à la tête de cette Vous êtes resté plus de 11 ans à l'ISADAC. Et vous avez déjà dit que l'ISADAC vous a donné beaucoup de choses. Mais vous avez donné beaucoup de choses à l'ISADAC, en fait, parce que vous vous êtes donné complètement à cet institut. On voit là quelques promotions. Ça, c'est la dernière pour vous. Non. Ça, c'est celle de 94. C'est votre deuxième année. Peut-être, ouais. Parce que 2004, ça, c'est 93. On peut voir d'autres... On reconnaît là des ça, c'est la 93. Je venais d'arriver. Oui. Ça, c'est devant ah oui, avec Philippe Girard. Oui, avec Philippe Girard. C'était là, à la fin d'un stage d'un mois, on avait monté Iphigénie. C'était un très, très beau projet avec Philippe Girard. Et puis, les étudiants de 4e année, il y a... je ne vois pas très bien les étudions, donc oui. Il y a Ahrar en bas. Il y a la Tefa, voilà, c'est la promotion de la Tefa Ahrar. J'oublie les noms, mais bon... Noura Sqalli. On peut voir de tout... Il y a le jeune à côté, moi j'oublie les noms des acteurs marocains. Miftah El Khair, je suis désolée, voilà. Une très mauvaise mémoire. On peut voir d'autres photos défiler et on parle de l'ISADAC. Absolument. Alors,
vous vous êtes donné à fond. Là, c'est avec Ça, c'est Peter Brook. à la fin de mon parcours, à la fin de la direction, c'est-à-dire en 2004, Oui. j'ai fait venir Peter Brook et toute sa troupe à l'ISADAC. C'était un événement, bien entendu, le grand Peter Brook. Oui. Alors, vous avez fait beaucoup de choses parce que vous avez ouvert l'ISADAC à d'autres institutions, en fait, similaires dans le monde, comme l'Institut international du théâtre méditerranéen de Madrid, avec José Monléon, oui, avec Richard Martin, président du même institut. Et vous avez organisé beaucoup d'autres événements. Quels sont les plus beaux souvenirs et les choses dont vous êtes, voilà, on voit Una Obra dos Países. Ça, c'est le País a fait plusieurs articles sur un spectacle que nous avions monté à l'ISADAC en collaboration avec l'Institut international du théâtre de la Méditerranée. C'était El Ma'soul, avec une troupe du TNT de Séville et évidemment une troupe marocaine. Et l'ISADAC. On peut continuer à voir, s'il vous plaît, les photos défilées de l'ISADAC et des acteurs qui ont été formés, qui sont aujourd'hui de grands acteurs. Et voilà, ça c'est la même chose. Quels sont vos plus beaux souvenirs à l'ISADAC? Les choses qui vont le plus marquer? Ça, c'est pas l'actuel. Ça, c'est André Séverine de l'Académie française. C'est lui qui a joué avec Peter Brook le Maharabata. Oui. Et à côté, c'est Mireille Malouf. Mireille Malouf, qui est aussi une grande comédienne de Peter Brook au début. Ça, c'est le grand André Séverine, qui est venu donner un petit séminaire à l'ISADAC. Oui. Et les plus beaux souvenirs? Les plus beaux souvenirs, il y en a tellement. Mes plus beaux souvenirs, c'est les spectacles que les étudiants donnaient à la salle Kenfaoui, cette salle magique au 4e étage du Théâtre national Mohamed V, ou bien aux Zoudaya, dans les remparts des Zoudaya. C'est Akario, oui. Samia Akario. Et derrière, il y a Driss Roch, très jeune, oui. Là, c'est un spectacle magnifique, justement, qu'ils avaient donné à la salle Kenfaoui, dont je viens de parler. Là aussi, c'est aussi dans la salle Kenfaoui. Oui. Ça, c'est Nora Sqalli et je ne vois pas très bien qui c'est. Alors, il y a eu de beaux moments, c'était dense. Et puis, en parallèle, vous avez travaillé activement sur l'élaboration et la mise en œuvre de projets humanistes. L'un des plus importants, et le plus important de peut-être ce 3e millénaire, en tout cas au Maroc, c'était une croisière particulière, croisière de paix à bord d'un navire de guerre marin, à travers des pays du pourtour méditerranéen. On va voir les photos et vous allez nous parler de ce projet. Oui. Les photos de cette croisière. Ça, Comment vous est venue l'idée de ce projet? Il me semble que c'est l'un des projets les plus marquants, les plus intéressants, les plus beaux, qui m'a fait connaître des sommités de par le monde, surtout de la Méditerranée. L'Institut international du théâtre de la Méditerranée est une institution qui regroupe 24 pays de la Méditerranée. Oui. Le Maroc est bien entendu l'ISADAC. Le Maroc, j'étais responsable de l'ISADAC et en même temps, j'étais membre de l'Institut international du théâtre de la Méditerranée. Il y avait beaucoup de projets par tous les pays à travers la Méditerranée, dont ce projet initié par mon ami Richard Martin du théâtre Tchouski de Marseille. Oui. J'étais à ce moment-là membre du comité de pilotage. Oui. Et puis, on a eu la chance... Ça, c'est des photos de cette croisière, oui. Richard Martin rêvait toujours de transformer un bateau de guerre en bateau de paix. Et chaque année, on se rencontrait, il y avait notre réunion annuelle à Madrid. Il sortait le même sujet, le même voilà, et puis projet. On disait Richard Martin est un rêveur, jamais on ne pourrait faire ça. Et un jour, il vient nous dire, écoutez, j'ai trouvé le bateau et on va l'avoir, c'est un destroyer militaire roumain. Donc la Roumanie a mis à notre disposition ce destroyer roumain avec son équipage et on a mis une centaine d'artistes, d'intellectuels,
et on a pris le Hajj, on a fait tous les ports de la Méditerranée en 2001. C'est l'un des ports. Ça, c'est la troisième édition. La troisième édition, le bateau, le destroyer, le Constanta, est entré en carénage en Roumanie. Donc, on n'avait plus de bateau et on a loué un bateau de croisière et on a fait le Danube. On a remonté le Danube de l'Autriche jusqu'en Roumanie en faisant tous les pays des Balkans par ça, c'est l'une des escales de aventure. Magnifique, oui. Alors, avant de passer à la suite, parce que le temps passe très 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 vite, il y a une rubrique qui s'appelle le triptyque. On vous a demandé de choisir 3 photos. Triptyque, on découvre les photos qu'Ahmed Messaaya a choisies de partager avec nous. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Ahmed Messaaya, c'est celle-là. C'est un camping-car. Pourquoi magnifique. cette photo? Ça, c'est mes années 80. Pendant pratiquement une dizaine d'années, j'avais ce camping-car et j'ai vadrouillé un peu partout au Maroc avec ce camping-car. Mais surtout, j'ai fait pratiquement 2 fois le tour de la Méditerranée avec ce camping-car. Seul? Non, avec ma femme. Avec ma femme. Ce qui ne gâche rien, au contraire. Ce qui fait que ça m'a permis de connaître la Méditerranée dans tous ses aspects. Et surtout de me rendre compte que la Méditerranée était un seul pays, une seule culture pratiquement. Que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit le sud de la France, le sud de l'Espagne, en faisant la Syrie, partout. C'est pratiquement la même culture, la même mentalité, les mêmes sensations, les mêmes... Et puis, on a cette impression, quand on fait le tour de la Méditerranée, par la mer, bien entendu, que c'est une civilisation ancienne, magnifique, où les peuples étaient pratiquement unis, même s'il y a eu évidemment des tensions à travers l'histoire, mais c'est quand même important. De telle manière à ce qu'il y a un village, par exemple, sur le bord de la Méditerranée au Maroc, qui s'appelle Targa. Je suis arrivé un jour dans un petit village qui s'appelle Parga, au lieu de Targa, Parga, en Grèce, exactement la même configuration, avec le même rocher, la même crique, la même personne. C'est vraiment fantastique. Donc c'est un périple qui vous a ramené à découvrir ce qui nous réunit. Et puis, si j'ai choisi cette photo, c'est parce que je parlais du voyage, qui est important. Bien sûr. C'est une... partir est quelque chose de merveilleux. Partir, c'est se transformer soi-même. C'est aller tout le temps dans d'autres dimensions psychologiques, sociales et ainsi de suite. Le voyage est quelque chose de fabuleux. Je ne dis pas autre chose que ce que dit tout un chacun, bien entendu. Mais pour moi, c'était de belles années de vadrouille, de belles années d'échappée vraiment très, très belles. La deuxième photo, il y a tellement de choses qui restent à dire. Non, c'est pas celle-là que vous avez choisie. J'avais choisi le bateau. L'Odyssée, c'est pas l'Odyssée que vous avez choisi, c'est celui-là, c'est le bateau de guerre. Oui, c'est celui-là. L'Odyssée, voilà. Donc on a parlé de cette histoire qui est magnifique. La troisième photo, c'est une photo particulière, c'est un cliché que je crois que vous avez pas. Voilà. Oui, alors ce cliché, cette photo, je l'avais prise moi-même. Je sortais de la bibliothèque célèbre où était souvent Gertrude Stein, la fameuse écrivaine américaine qui était tout le temps dans cette librairie magnifique. Gertrude Stein, c'est le roman de Hassan Nejmi. Gertrude, un beau roman de Hassan Nejmi qui a écrit sur cette femme, un roman sur... Et puis, en sortant, j'ai vu ce bonhomme assis par terre en train de lire. C'est un SDF. Un SDF qui lit.
Et Paris, c'est ça, justement. Au niveau culturel, bien sûr, c'est connu, mais surtout la lecture. Oui. Et si j'ai choisi cette société, c'est pour en parler et surtout faire un rapport avec notre situation ici, où on ne lit pas. C'est très important, parce que vous avez parlé de Paris ou d'autres villes, et aujourd'hui, vous êtes très nostalgique et vous êtes même très amer, parce que vous n'aimez plus la ville, nos villes, ce qu'elles sont devenues, et vous leur avez même enlevé un L. Vous dites que nos villes sont devenues villes dans le sens hideuse. Il n'y a pas d'activité culturelle, il n'y a pas de foisonnement, il n'y a pas de lieu de vie, de culture. Malheureusement, oui. C'est-à-dire que là, je suis en train d'écrire un livre. Ça fait plusieurs années que je l'écris. Il est presque terminé, justement pour parler de cet aspect de la ville que j'ai appelé Amour, où je parle des différentes femmes que j'ai connues. J'ai choisi quatre femmes que j'ai connues, que j'ai aimées, et en même temps, je parle de la transformation de la ville de Rabat. Oui. Et justement, la ville de Rabat, entre les années 60 et aujourd'hui, vous ne la reconnaissez plus. Je ne la reconnais. Sauf que maintenant, elle est en train de changer de peau, magnifique. C'est vrai. Mais au niveau culturel, il n'y a pas de comparaison entre les ce que vous avez vécu. Que ce soit au niveau des librairies qui n'existent plus, ou qui existent, mais qui de manière vraiment du n'importe quoi, il faut le dire. Que ce soit au niveau des galeries de peinture, qui étaient nombreuses à Rabat, où il y avait une activité importante, au niveau des débats, au niveau de l'université elle-même, il y avait des balles, il y avait une activité culturelle très importante, et la ville a changé. Il y a plus de violence, malheureusement. Oui, il y a plus de violence et beaucoup d'indigence culturelle. Alors, il y a beaucoup de choses. Il nous reste l'essentiel, il nous reste beaucoup de temps. Après, en 2004, vous avez quitté l'ISADAC. Là, vous vous êtes consacré entièrement à l'écriture et vous étiez très fécond. Maintenant, c'est pratiquement un livre par an, parfois plus. Vous avez écrit le répertoire du théâtre marocain demi-siècle de création théâtrale au Maroc en 2012. C'est un travail de longue haleine, plus de 1200 photos et de spectacles où vous retracez l'histoire, un demi-siècle de création théâtrale au Maroc. C'est une référence. Énorme. La seule. Énorme. Parce que les gens venaient vous demander... Vous n'aviez rien à leur présenter, des étrangers. Moi, je crois que, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'avais le temps, j'aurais écrit un livre sur ce livre. Parce qu'il y a des anecdotes vraiment très succulentes, énormes, parce que j'ai parcouru le Maroc en entier plusieurs fois. J'allais à la rencontre des hommes de théâtre pour demander des documents. Parce que, c'est difficile, parce qu'il y a la rétention, les gens ne donnent pas facilement l'information. Mais oui, c'est ça le problème. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de la rétention de l'information. On ne donne pas l'information, je ne sais pas pourquoi. Et puis tout allait disparaître. Là, Taïb Sdiki est parti, Taïb El-Alij est parti. Hier, que Dieu ait son âme, Khadija Assad, son mari. Bon, il y a pratiquement tout le monde, tous les anciens sont en train de disparaître. Et avec eux, toute la documentation. Ce qui fait qu'on n'aura plus de mémoire. Donc je me suis dit, en tant que directeur de l'ISADAC, en tant qu'homme de théâtre, en tant qu'intellectuel, il est peut-être de mon devoir de le faire, puisque l'institution n'a pas pensé le faire. Absolument. Donc, ça m'a pris une dizaine d'années. Oui, c'était un travail vraiment long et ardu. Qui doit être revu, corrigé et surtout actualisé. Alors, il y a aussi le livre Un désert de culture sur la culture marocaine, très important aussi. Puis il y a eu des romans, comme on en a parlé à Djella Rouge en 2016, Éloge à la citoyenneté. Et puis, vous avez écrit un portrait sur Taïb Sdiki, bien sûr, qui était particulier. Et puis, un livre incontournable, très important, Le théâtre de rupture, et c'est sur la jeune création théâtrale au Maroc, qui est paru en 2020. Là aussi, donc, c'est les 30 dernières... je parle des 30 dernières années de l'activité théâtrale au Maroc, particulièrement celle menée par les lauréats de l'ISADAC, essentiellement. On a débordé, mais on va continuer parce que c'est très important, ce qui reste quelques axes. Alors, le dramaturge et performeur, essayiste et romancier français Enzo Corman a dit « On ne peut pas demander au théâtre d'être ce que la société n'aime pas, on a le théâtre qu'on mérite ». Avons-nous aujourd'hui au Maroc le théâtre que nous méritons ?
Non, non. Et on a du beau théâtre, un théâtre évidemment au diapason du monde moderne, ça c'est évident, un théâtre post-dramatique très important. Il y a des jeunes qui font des théâtres séduisants, oui. Mais est-ce qu'il correspond, est-ce qu'il a joué le rôle qu'il devait jouer, c'est-à-dire transformer et ramener le maximum de public au théâtre? Non. Pas du tout. Pas du tout. Et là, bien entendu, c'est le ministère qui est le département qui s'occupe de la culture et du théâtre qui est responsable avant tout. Parce qu'on ne fait jusqu'à aujourd'hui rien pour l'éducation artistique dans notre pays. Alors, le public n'est pas une génération spontanée. Ça se forme, ça s'éduque. Et là, bien entendu, il y a un fossé énorme entre le public large, et évidemment l'activité culturelle qui malheureusement aussi se réduit en peau de chagrin ces dernières années. Alors pour en savoir plus sur l'histoire du théâtre, les gens doivent lire vos livres Théâtre de rupture et le répertoire, parce qu'on connaît l'histoire du théâtre, ses enjeux idéologiques depuis l'indépendance, le théâtre de contestation avec la confrontation idéologique, l'arrivée de la droite et de la gauche, l'alternance, et puis aujourd'hui. Mais au théâtre d'aujourd'hui, vous avez un reproche parce que vous accordez une grande importance à l'esthétique et vous dites avoir remarqué que depuis les années 90, il y a un glissement progressif du niveau esthétique vers cette post-modernité. Mais c'est dangereux parce qu'il y a des acquis qu'on doit garder, c'est ça? Absolument. C'est le reproche peut-être que je ferai à ces jeunes qui ont été formés à la bonne école, qui ont des idées importantes, qui sont de bons metteurs en scène ou des comédiens, bien entendu, mais je parle surtout aux metteurs en scène, c'est-à-dire qui inventent les projets et qui mènent les projets jusqu'au bout. Il n'y a pas Taïb Siddiqui avait fait un travail énorme sur le patrimoine culturel marocain et arabe de manière générale, sur notre patrimoine. Et puis avec une réflexion profonde sur comment garder le théâtre à l'italienne, mais en même temps le réadapter justement à notre culture, à notre patrimoine, comme le halqa, l'ibsat et ainsi de suite. Il y a eu une réflexion importante là-dessus. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de continuation. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, absolument. Parce qu'il y a eu des efforts importants, il faut les améliorer, il faut les... Pas tous, bien entendu, je ne parle pas, c'est pas qu'on ne le fasse pas systématiquement, mais qu'il y ait au moins quelques expériences dans ce sens. Avant de passer à la dernière rubrique, dommage, parce qu'on aimerait parler beaucoup plus avec vous, une phrase, et puis on passe au sujet. Vous avez écrit, ça m'a beaucoup marqué. Je le dis avec beaucoup d'amertume, car je l'avoue, c'est l'état d'esprit où vous êtes aujourd'hui. J'ai l'impression parfois d'être ce Grégoire Samsa de la Métamorphose de Kafka. Un scarabée pris dans le piège de la solitude et de la mise à l'écart. Mais tant pis, j'aime le théâtre et l'écriture sur ce que j'aime. L'hypocrisie et la superficialité ambiante n'altéreront jamais cette petite lumière que me renvoie le théâtre. C'est triste constat. Oui, parce que je ne suis pas le seul, malheureusement, à lutter pour que la culture, de manière générale, puisse avoir un impact sur notre développement économique et social. Je ne suis pas le seul à lutter pour que le théâtre puisse avoir une place prépondérante dans notre société, qu'elle puisse intégrer tous les espaces, que ce soit les espaces où les gens qui ont les moyens peuvent aller au théâtre, ou même les espaces. Parce qu'il y a le théâtre de rue qui peut être développé et qui peut aller à la... Malheureusement, nous avons un département de culture depuis quelques années, parce qu'on a eu quand même des ministres très importants qui ont donné beaucoup d'impact et de dynamisme, justement, comme c'est Mohamed Ben Issa, Mohamed Al-Ash'ari, même c'est Sbehi aussi, qui a fait beaucoup de choses au niveau, au moins, du budget. Mais là, depuis quelques années, on est à la régresse, je ne sais pas pourquoi. On n'écoute pas, on ne nous entend pas. On n'entend pas les gens qui... et malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Comment dirais-je? C'est
de l'opportunisme, Oui, mais vraiment de bas étage. Il y a, oui, beaucoup de projets, mais il y a beaucoup de vacuité où il n'y a rien à l'intérieur, malheureusement. On va passer à la dernière rubrique qui est celle du chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre qu'Ahmed Messaïa a choisi. Chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que vous avez choisi, Ahmed Messaïa, c'est celui-là. C'est un article, en fait. C'est un article 4 heures à Sabra et Chatila. Pourquoi? C'est Jean Genet, encore une fois. Oui, encore une fois. Et là, si j'en parle et si ça c'est venu spontanément, comme vous le savez, les Palestiniens souffrent encore, toujours aujourd'hui. Hier encore, il y a eu des morts en Palestine. La Palestine souffre et on ne trouve pas de solution, évidemment, à ce problème vraiment qui perdure et qui stigmatise pratiquement tout le monde. Et là, Jean Genet, à mon sens, à part Mahmoud Darwish, qui a écrit des poèmes magnifiques sur la Palestine, c'est un Palestinien, Jean Genet a écrit, pour moi, l'un des plus beaux textes en hommage aux Palestiniens. Absolument, il était parti en 82 avec Leila Shahid, oui. Après. Voilà, quand la tuerie a eu lieu au Liban, à Sabra et Shatila, le premier qui a été là, c'était Jean Genet, et on n'avait même pas encore débarrassé les corps, qu'il était là, et il a fait des descriptions terribles sur les ce qu'il a vu. Je crois que c'est l'un des plus beaux textes que Touria Jbran avait monté, et elle avait donné ce spectacle dans les jardins de Si Mohamed Aziz Al-Habbabi, Allah yarhamou. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte magnifique. On invite les jeunes et tout le monde à lire 4 heures à Shatila, où en 40 heures, 3000 Palestiniens ont été décimés par les phalanges libanaises, avec bien sûr l'appui et la complicité des Israéliens. Et puis lire Genet, lire le théâtre de l'absurde, lire le théâtre de façon générale. Et le journal du voleur. Le journal du voleur. Merci beaucoup, Ahmed Messaïa. C'était un vrai plaisir. On ne cesse pas de vous écouter. Merci beaucoup. Et on espère de vous recevoir une autre fois. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.